Elle en fait tout un drame pour une simple blague, a ri ma sœur quand mes parents ont demandé ce qui m'était arrivé. J'étais allongé sur mon lit d'hôpital, les bras couverts de brûlures, et j'avais la mâchoire fracturée. Maman a dit, tu devrais savoir que ta sœur ne l'a pas fait exprès. Papa a renchéri, je pense qu'elle s'est probablement fait ça elle-même pour attirer la sympathie. Ma sœur a ajouté, je lui donnais juste une leçon, elle l'a mérité. Ils se tenaient tous là, avec ce sourire suffisant, alors que j'étais relié à des machines, à peine capable de parler. Plus tôt cette nuit-là, ma sœur avait versé de l'huile bouillante sur moi pendant mon sommeil, puis elle m'avait frappé au visage quand j'avais crié à l'aide. Mes parents avaient observé la scène depuis l'encadrement de la porte, sans rien faire. Le médecin est entré avec la sécurité et a dit, nous devons vous montrer quelque chose dans le bureau. Il a emmené mes parents dans le couloir, puis il a diffusé l'enregistrement de leurs aveux, ainsi que les preuves de cette nuit-là montrant tout ce qu'ils avaient fait. Leurs visages sont devenus livides. Plus personne ne riait. Je vais vous raconter une histoire qui fait encore trembler mes mains quand je la tape. Une histoire sur la nuit où ma propre famille a essayé de me détruire, et comment l'univers en a décidé autrement. Je vous préviens, ça devient sombre avant de s'améliorer. Mais je vous le promets, la fin vaut chaque mot douloureux. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai 26 ans, que je suis infirmière diplômée et que je travaille de nuit à l'hôpital général Saint-Merci. Jusqu'à il y a 3 mois, je croyais sincèrement que les liens du sang signifiaient quelque chose. Que la famille vous protégerait, contrairement aux autres. Que les gens qui vous ont élevé ne pourraient pas vous vouloir du mal. J'avais tort, catastrophiquement tort. Ma sœur aînée, Gwendaline, me détestait depuis le jour où j'ai pris ma première respiration. Notre mère, Harriet, ne m'a jamais laissé oublier que le règne de Gwendaline en tant qu'enfant unique s'était terminé brusquement à mon arrivée, quand je suis arrivé en hurlant et toute rouge, volant l'attention qui lui appartenait exclusivement depuis cette année glorieuse. Notre père, Donald, pensait que la rivalité entre frères et sœurs forgeait le caractère. Il encourageait la compétition entre nous comme certains pères encouragent le sport ou les études, sauf que nos compétitions se terminaient toujours par mes saignements ou mes pleurs, ou les deux. Gwendaline a appris très tôt qu'elle pouvait me faire du mal sans conséquence. Une poussée dans les escaliers devenait, elle a trébuché. Une brûlure de cigarette sur ma cuisse devenait, elle s'est fait ça toute seule pour attirer l'attention. Des ciseaux dans mes cheveux la veille du bal de promo devenaient, les sœurs se disputent, passe à autre chose. Mes parents acquiesçaient à chaque excuse, chaque mensonge, chaque récit soigneusement construit qui me dépeignait comme le problème et Gwendaline comme la victime de mon existence. J'ai déménagé à 18 ans avec rien d'autre qu'un sac poubelle rempli de vêtements, et la détermination de devenir quelqu'un. Le soir de mon départ, Gwendaline se tenait dans l'allée en riant, tandis qu'Harriet me disait que je reviendrais en rampant dans un mois. Donald n'a même pas pris la peine de sortir pour me dire au revoir, il regardait un match de football, et mon départ n'était pas assez important pour faire une pause. J'ai dormi dans ma voiture pendant les 3 premières semaines. Une Honda Civic de 2003, avec un chauffage en panne et des sièges qui sentaient le moisi, est devenue mon univers tout entier. Je me douchais au 1K, je faisais durer des plats à 5 $ sur 2 repas, et je postulais à tous les emplois dans un rayon de 30 km. Une épicerie m'a finalement embauché pour le réapprovisionnement de nuit, et j'ai loué une chambre dans une maison avec 4 autres filles qui ne posaient aucune question et n'attendaient rien de moi. L'école d'infirmière a failli me tuer financièrement, mais je me suis accroché grâce aux bourses, au boulot de nuit, et à un refus pur et têtu d'échouer. Mes professeurs ont remarqué quelque chose en moi, une faim, un désespoir de réussir qui allait au-delà de l'ambition normale. L'un d'eux, le docteur Vivian Okafor, m'a prise à part après un examen particulièrement brutal et m'a demandé si tout allait bien à la maison. Je lui ai dit que je n'avais pas de maison. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait et, après cela, elle s'est assurée que je sois au courant de chaque bourse, chaque subvention, chaque opportunité qui pourrait m'aider à survivre. Elle a écrit des lettres de recommandation qui ont ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Des années plus tard, elle serait l'une des premières personnes que j'appellerais après l'agression, et elle conduirait 4 heures pour s'asseoir près de mon lit d'hôpital et me tenir la main. À 24 ans, j'avais ma licence d'infirmière, un petit appartement avec de vrais meubles, et un compte épargne qui grossissait. L'appartement n'était pas grand-chose, un studio au-dessus d'un pressing qui sentait légèrement les produits chimiques, mais c'était le mien. J'avais un lit avec de vrais draps, une cuisine où j'apprenais moi-même à cuisiner, et une salle de bain où personne ne ferait irruption pour critiquer mon corps. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis 2 ans,
et ma tension artérielle n'avait jamais été aussi bonne. Le silence était d'or. Pas de messages vocaux passifs-agressifs de Harriet. Pas de transfert de mails de Donald sur la façon dont les milléniaux ruinaient le pays. Pas de publication sur les réseaux sociaux de Gwendaline étalant sa vie parfaite tout en se moquant subtilement de mon existence. Je les avais tous bloqués, et le soulagement était physique, comme si je posais un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. Mes collègues sont devenus ma famille choisie. Il y avait Jérôme, un ancien marine de 50 ans qui travaillait au service pédiatrique et pleurait chaque fois qu'un enfant rentrait chez lui en bonne santé. Destiny dirigeait l'équipe de nuit avec une main de fer et un cœur d'or, me remplaçant quand j'étais malade et partageant les restes des dîners du dimanche de sa grand-mère. Patricia, qui serait plus tard témoin des aveux de ma famille à l'hôpital, a commencé à m'inviter à son club de lecture, où nous buvions du vin et faisions semblant de discuter de littérature alors qu'en réalité, nous bavardions sur les drames de l'hôpital. Je sortais de temps en temps, mais rien de sérieux. Un kinésithérapeute nommé Derek m'a emmené dîner 3 fois avant que je ne réalise qu'il me rappelait trop mon père. Une collègue infirmière nommée Christina et moi avons partagé une connexion brève et confuse avant qu'elle ne soit transférée dans un hôpital à Portland. Je n'étais pas prête pour l'intimité. Pas vraiment. Les murs que j'avais construits autour de mon cœur étaient trop hauts, trop épais, construits par des années à apprendre que l'amour venait toujours avec des conditions. Ma thérapeute, le docteur Angela Morrison, m'a aidé à comprendre pourquoi. Nous nous rencontrions tous les mardis soirs dans son bureau décoré de plantes et d'un éclairage doux, et elle posait des questions qui allaient droit au but. Pourquoi est-ce que je sursautais quand les gens élevaient la voix? Pourquoi m'excusais-je constamment même quand je n'avais rien fait de mal? Pourquoi avais-je du mal à accepter les compliments, attendant toujours l'insulte qui suivrait? Les réponses étaient toujours les mêmes, Gwendaline, Harriet, Donald, la sainte trinité de mon traumatisme. Le docteur Morrison m'a enseigné le stress post-traumatique complexe, et la façon dont la maltraitance prolongée dans l'enfance recable le cerveau. Elle m'a expliqué que mon hypervigilance n'était pas une faiblesse, c'était de la survie. Que ma difficulté à faire confiance aux gens était parfaitement logique, étant donné que les premières personnes en qui j'avais eu confiance m'avaient complètement trahi. Elle m'a donné des outils, des mécanismes d'adaptation, des moyens de me calmer quand la panique montait. J'allais mieux lentement, douloureusement, mais sincèrement mieux. Puis Harriet a appelé. Elle avait un cancer du sein de stade 2. Elle a dit que le pronostic était bon avec le traitement, mais qu'elle avait besoin de soutien. Elle avait besoin que sa famille soit réunie. Elle avait besoin que je rentre à la maison. J'aurais dû raccrocher. Tous les thérapeutes que j'avais vus m'auraient dit de raccrocher. Mais il y a quelque chose dans le mot « cancer » qui vous fait oublier chaque blessure, chaque cicatrice, chaque cauchemar. J'ai entendu ma mère pleurer au téléphone et, soudain, j'avais à nouveau 6 ans, désespéré d'obtenir son approbation, prête à tout pour qu'elle m'aime. J'ai pris un congé, sous-loué mon appartement, chargé ma voiture et parcouru 600 km pour retourner dans la maison où j'avais appris que l'amour pouvait être conditionnel, que la protection pouvait être sélective, et que certains enfants valaient tout simplement moins que d'autres. Gwendaline m'a accueilli à la porte avec un sourire si doux qu'il aurait dû être accompagné d'un avertissement. Elle avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue, et son mari, Travis, traînait derrière elle, l'air mal à l'aise comme le sont les gens qui savent que quelque chose de mauvais va arriver. Leurs jumeaux, des petits démons de 8 ans nommés Brandon et Britney, ont immédiatement exigé de savoir quel cadeau je leur avais apporté. J'avais oublié à quel point ma famille pouvait être épuisante quelques minutes seulement après mon arrivée. La première semaine s'est passée dans un flou de rendez-vous médicaux et de salles d'attente d'hôpital. Le traitement d'Harriet progressait bien, mais elle exploitait chaque instant pour obtenir un maximum de sympathie. Donald était à ses petits soins, tandis que Gwendaline critiquait mes compétences d'infirmière et que Travis buvait de la bière sous le porche, évitant tout le monde. Je dormais dans ma chambre d'enfance, qui avait toujours le même lit simple, les mêmes rideaux délavés, et la même tache d'eau au plafond que je fixais autrefois en pleurant pour m'endormir. La chambre n'avait pas changé depuis mon départ. Mes vieux posters étaient toujours accrochés au mur, décolorés et recourbés sur les bords. Un calendrier des Backstreet Boys de 2009 restait figé sur septembre, le mois où j'avais finalement cessé de compter les jours. Le placard contenait encore les vêtements que j'avais laissés derrière moi trop petits maintenant, reliques d'une version de moi-même plus petite et plus effrayée. Ce qui m'a le plus frappé, c'était le verrou sur ma porte, ou plutôt son absence. Je me souvenais avoir supplié Donald d'installer un verrou quand j'avais 14 ans, après que Gwendaline eut commencé à entrer dans ma chambre la nuit pour faire des trous dans mes vêtements ou verser de l'eau sur mon lit.
Il avait ri et dit que j'étais paranoïaque. Harriet avait acquiescé, ajoutant que les sœurs ne devraient pas avoir de secret l'une pour l'autre. Dormant à nouveau dans cet espace vulnérable, je poussais ma commode contre la porte chaque soir. Le bruit de raclement qu'elle faisait contre le parquet est devenu ma berceuse, la seule chose qui me permettait de fermer les yeux. Travis, le mari de Gwendaline, semblait perpétuellement mal à l'aise avec la dynamique familiale. C'était un homme calme qui travaillait dans les assurances et préférait clairement son fauteuil inclinable à toute interaction humaine. Nous avons échangé peut-être 20 mots pendant tout mon séjour, mais je l'ai surpris en train d'observer la façon dont il me parlait avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié dans ses yeux. Il n'est jamais intervenu, cependant. Lâcheté ou autopréservation? Je ne saurais le dire. Les jumeaux étaient des versions miniatures de leur mère. Brandon avait hérité de sa cruauté. Il me donnait des coups de pied dans les tibias sous la table et blâmait le chien quand je criais. Britney maîtrisait le genre particulier d'agressivité passive de Gwendaline, complimentant ma tenue d'une voix qui indiquait clairement qu'elle la trouvait pathétique. À 8 ans, ils avaient déjà appris que j'étais une cible acceptable. J'essayais d'être compréhensive. Les enfants apprennent ce qu'on leur enseigne, et ils avaient été instruits par des experts en violence émotionnelle. Mais quand Brandon a délibérément renversé du jus d'orange sur mon ordinateur portable, l'ordinateur qui contenait mes documents de travail, mes notes de thérapie, mon seul lien avec ma vraie vie, j'ai dû m'excuser pour aller pleurer dans la salle de bain pendant 20 minutes. Personne ne s'est excusé. Gwendaline a dit que Brandon s'exprimait. Harriet a dit que j'aurais dû garder mes affaires dans ma chambre. Donald a dit que j'en faisais tout un plat pour rien. L'ordinateur fonctionnait encore, à peine, mais le message était clair, rien de ce que je possédais, rien de ce que je valorisais, rien de ce que j'étais, ne comptait ici. Être de retour dans cette maison a eu un effet sur mon cerveau. Les murs connaissaient trop de mes secrets. Les lattes du plancher se souvenaient du bruit de mes pas quand je courais toujours en train de courir, jamais assez vite. J'ai recommencé à faire des cauchemars pour la première fois depuis des mois. Des rêves vivaces où j'étais petite, piégée et hurlant pendant que ma famille se tenait autour de moi en riant. Le docteur Morrison m'a proposé des séances par téléphone, inquiète de ma régression. Je les prenais dans ma voiture, garée au bout de la rue où personne ne pouvait entendre, parlant en chuchotant de la difficulté de maintenir des limites avec des gens qui n'en avaient jamais respecté aucune. Elle m'a exhorté à fixer une date de départ, quelque chose de concret auquel me raccrocher. J'ai promis que je partirais dès qu'Harriet aurait terminé sa première série de chimio. Juste quelques semaines de plus, me disais-je. Juste quelques semaines de plus et je pourrais rentrer chez moi. J'aurais dû savoir que ma famille ne me laisserait jamais partir indemne. La campagne de Gwendaline a commencé petit. Un commentaire sur mon poids au dîner. Une blague sur le fait que je n'arrivais pas à garder un petit ami. Une mention désinvolte de mes problèmes mentaux, assez forte pour que les voisins l'entendent. J'absorbais chaque coup comme j'avais appris à le faire enfant, ravalant mes réponses, me rappelant que j'étais ici pour Harriet, seulement pour Harriet, et que bientôt je pourrais repartir. Au bout de 3 semaines, j'ai découvert la vraie raison pour laquelle Harriet m'avait rappelé à la maison. Je nettoyais le placard de la chambre d'amis quand j'ai trouvé les papiers, des documents de prêt avec ma signature falsifiée, des cartes de crédit ouvertes avec mon numéro de sécurité sociale, une deuxième hypothèque sur une propriété que je n'avais jamais possédée. Mon identité avait été systématiquement volée et détruite pendant mon absence, et les dommages totaux dépassaient les 90,000 $. Les documents dressaient un tableau dévastateur. Des cartes de crédit avaient été ouvertes à mon nom à peine 6 mois après mon départ de la maison, comme s'ils avaient attendu que je sois parti assez longtemps pour établir un déni plausible. Les habitudes de dépenses étaient clairement celles de Gwendaline, sac à main de créateur, soins au spa, dîners coûteux dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Une carte avait été utilisée exclusivement dans une bijouterie, accumulant 15,000 $ de frais sur 2 ans. Les documents de prêt étaient pires. Quelqu'un avait imité ma signature pour un prêt automobile concernant un véhicule que je n'avais jamais vu, une Mercedes avec laquelle Gwendaline paradait en ville. Il y avait un prêt personnel soi-disant contracté pour des rénovations domiciliaires, qui correspondait au moment où mes parents avaient refait leur cuisine. Une deuxième hypothèque sur une propriété locative que Donald possédait, avec mon nom ajouté comme co-signataire sans que je le sache ni que je y consente. Chaque signature était une contrefaçon décente, assez proche de la mienne pour qu'il faille un expert pour repérer les différences, ce qui signifiait que quelqu'un s'était entraîné. Quelqu'un avait étudié mon écriture, perfectionné son imitation,
et l'avait systématiquement utilisé pour voler mon avenir financier. J'ai tout photographié avec des mains tremblantes, j'ai téléchargé les images sur un compte de stockage en ligne qu'il ne connaissait pas, fait des copies, et je les ai cachées dans ma voiture, dans ma valise, et scotchées à l'intérieur d'un livre de bibliothèque que j'avais apporté de chez moi. S'il trouvait une cachette, j'avais des secours. S'il trouvait toutes les copies physiques, au moins le cloud survivrait. Ma cote de crédit, que j'avais travaillé si dur à bâtir, s'était effondrée au plus bas. Des agences de recouvrement appelaient un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas depuis des années. Il y avait des jugements contre moi dans des comtés que je n'avais jamais visités. Mon identité financière était en ruine, et je n'en avais aucune idée. Mes mains tremblaient lorsque je les ai confrontées au dîner. Harriet a à peine levé les yeux de sa purée de pommes de terre. Donald a ricané et a dit que j'étais dramatique. Gwendaline a ri franchement, ce caquetage aigu qui avait rythmé chaque humiliation de mon enfance. Tu nous devais bien ça, a dit Harriet calmement. Pour t'avoir élevé, pour t'avoir supporté. Ça ne fait que remettre les choses à plat. J'aurais dû partir ce soir-là. Faire mon sac, partir en voiture, ne jamais regarder en arrière. Au lieu de cela, j'ai commis l'erreur de rester un jour de plus pour rassembler des preuves, pour tout documenter, pour monter un dossier qui tiendrait devant un tribunal. Cette décision a failli me coûter la vie. La veille de l'attaque, j'ai remarqué de petites choses qui auraient dû m'avertir. Gwendaline était trop gentille au petit déjeuner, proposant de me faire des œufs sans ses commentaires habituels sur mon poids. Harriet m'a souri au-dessus de ses mots croisés, une expression si peu familière qu'il m'a fallu un moment pour la reconnaître. Donald m'a tapoté l'épaule en me croisant dans le couloir, un geste d'affection paternelle dont je ne me souvenais pas avoir bénéficié auparavant. Quelque chose clochait. Chaque instinct de survie que j'avais développé hurlait des avertissements. Mais après des semaines dans cette maison, mes défenses s'étaient usées. Je me suis convaincu que j'étais paranoïaque, que peut-être les confronter au sujet du vol d'identité avait réellement fonctionné. Peut-être se sentait-il coupable. Peut-être était-il enfin prêt à me traiter comme un membre de la famille. J'aurais dû faire confiance à mes instincts. Il m'avait maintenu en vie jusqu'ici pour une raison. Ce soir-là, Gwendaline a suggéré une soirée cinéma en famille. Nous nous sommes assis dans le salon pour regarder une comédie sur laquelle je n'arrivais pas à me concentrer, entouré des attributs d'une normalité domestique, pop-corn et bol dépareillés, couverture drapée sur le canapé, les jumeaux affalés sur le sol, temporairement pacifiés par les écrans et les collations. J'attendais que le couperet tombe. Quand ce n'est pas arrivé, quand le film s'est terminé et que tout le monde a dit bonne nuit avec une amabilité inhabituelle, je me suis laissé détendre, juste une fraction de seconde. J'ai poussé ma commode contre la porte de ma chambre comme toujours, bien que le geste semblât presque routinier maintenant, paranoïaque plutôt que nécessaire. Ce que je ne savais pas, c'est que Gwendaline m'avait regardé faire cela pendant des semaines, apprenant mes habitudes. Elle savait que je dormais profondément vers 2 heures du matin. Elle savait que la vieille fenêtre de ma chambre avait un loquet cassé qui n'avait jamais été réparé. Elle avait planifié son point d'entrée bien avant cette nuit-là. Je me suis endormi vers minuit, épuisé par des semaines d'hypervigilance. Ma dernière pensée consciente fut que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes. L'attaque a eu lieu à 2h47 du matin. Je connais l'heure exacte car mon tracker d'activité a survécu, contrairement à mon corps qui a failli y passer, et l'horodatage a servi de preuve plus tard. J'étais profondément endormi dans ce lit simple, rêvant de mon appartement, quand un courant d'air froid m'a réveillé une fraction de seconde avant que la première éclaboussure d'huile bouillante ne frappe mes avant-bras. Gwendaline avait grimpé par ma fenêtre, la même fenêtre au loquet cassé que Donald avait promis de réparer 100 fois et ne l'avait jamais fait. Elle se tenait au-dessus de moi avec une marmite en fonte, son visage tordu en quelque chose de démoniaque sous le faible clair de lune qui passait à travers le cadre ouvert derrière elle. La douleur dépassait tout ce que j'avais jamais connu. Ma peau a bullé et s'est fendue, et le cri qui s'est déchiré de ma gorge semblait inhumain. C'est pour le fait d'exister, a-t-elle sifflé, et elle en a versé davantage. J'ai essayé de rouler sur le côté, essayé de m'échapper, mais mon corps était entré en état de choc. L'huile a éclaboussé ma poitrine, mon cou, manquant de peu mon visage. J'ai crié à l'aide, crié pour n'importe qui, crié jusqu'à ce que ma voix se brise et lâche. À travers mes larmes et mon agonie, je les ai vus. Harriet et Donald se tenaient dans l'encadrement de ma porte, et ils regardaient. Donald avait les bras croisés. Harriet souriait, du même sourire qu'elle arborait quand Gwendaline ramenait de bonnes notes ou gagnait un concours de danse.
Personne n'a bougé pour m'aider. Quand j'ai essayé de ramper vers la porte, vers une chance de fuite, Gwendaline m'a donné un coup de pied dans les côtes. Je me suis recroquevillé en position fétale, et c'est là que son poing a rencontré ma mâchoire. Le craquement a résonné dans la pièce et le monde est devenu blanc de douleur. Le sang a rempli ma bouche. Une dent s'est déchaussée. Ma mâchoire était cassée, je le savais immédiatement, comme une infirmière sait ces choses-là. « Reste à terre », a dit Gwendaline. « Apprends à rester à ta place. » Elle a enjambé mon corps brisé et est passée devant nos parents, qui se sont écartés pour la laisser passer comme si elle était de la royauté. Donald a fermé ma porte derrière eux. J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu des rires étouffés. J'ai entendu la télévision s'allumer dans le salon comme si de rien n'était. Je suis resté allongé sur ce sol pendant des heures. Les brûlures lançaient à chaque battement de cœur. Ma mâchoire pendait selon un angle incorrect, et le choc me maintenait flottant quelque part entre la conscience et l'oubli. À l'aube, j'avais réussi à me traîner jusqu'à mon téléphone et à composer le 911 avec des doigts qui ne cessaient de trembler. Les ambulanciers m'ont trouvé dans une mare d'huile séchée et de sang. L'un d'eux, un jeune homme nommé Marcus, n'arrêtait pas de dire « Oh mon Dieu !» encore et encore pendant que son partenaire appelait des unités supplémentaires. Ma famille dormait encore quand ils m'ont chargé dans l'ambulance. Personne n'est venu voir ce qu'étaient les sirènes. Personne n'a demandé où j'allais. Plus tard, j'ai appris qu'Harriet s'était en fait réveillée à l'arrivée de l'ambulance. Une voisine l'a vue jeter un coup d'œil à travers les stores, les regarder me sortir sur une civière, et fermer les rideaux sans sortir. Elle est retournée au lit sachant que sa fille était transportée d'urgence à l'hôpital avec des blessures critiques, et elle a dormi profondément jusqu'au matin. La voisine, une femme âgée nommée Ruth qui m'avait vu grandir, témoignerait plus tard au procès. Elle a décrit l'expression d'Harriet à la fenêtre comme « satisfaite », comme si elle regardait un problème se résoudre de lui-même. Son témoignage a aidé à établir la préméditation qui a aggravé les charges. À l'hôpital, je glissais dans et hors de la conscience. Les brûlures couvraient 30% de mes bras et étaient éparpillées sur mon torse. Ma mâchoire a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence avec des plaques et des vis en titane. Plusieurs côtes étaient fêlées. Les médecins n'arrêtaient pas d'utiliser des mots comme « critique »,« chanceuse d'être en vie » et « cicatrices étendues ». Une assistante sociale est apparue à un moment donné, posant des questions prudentes sur ma vie à la maison. Je lui ai tout dit. Les noms, les dates, l'histoire des abus, le vol d'identité, l'attaque. Elle a tout noté avec un visage qui ne trahissait rien, mais ses mains tremblaient légèrement quand j'ai décrit mes parents regardant depuis l'encadrement de la porte. La police est venue ensuite. L'inspecteur Warren avait des yeux gentils et une voix douce qui me rappelait ma grand-mère, le seul membre de la famille qui m'avait vraiment aimé avant de décéder. Il a enregistré ma déclaration, photographié mes blessures et promis qu'ils enquêteraient. Ce que j'ignorais alors, c'est que ma chambre d'hôpital était équipée d'un système de caméras installé la semaine précédente dans le cadre d'un nouveau protocole de sécurité pour les patients admis avec des blessures suspectes de maltraitance. L'assistante sociale avait signalé mon cas, et la politique de l'hôpital exigeait une documentation dans les situations où des membres de la famille pourraient tenter des intimidations ou des interférences. La caméra avait été mentionnée dans mes papiers d'admission, bien que j'aie été trop sous sédatif pour le remarquer. L'équipe de sécurité de l'hôpital surveillait depuis mon arrivée, et ma famille n'en avait aucune idée. Ce que personne n'avait anticipé, c'est que j'avais des amis de vrais amis forgés dans les tranchées des gardes de nuit, des patients difficiles et de l'épuisement partagé. La nouvelle de mon admission s'est répandue dans le réseau infirmier en quelques heures. Au moment où ma famille est arrivée, une coalition silencieuse s'était formée. Jérôme a conduit depuis la ville pendant son jour de congé, restant assis dans la salle d'attente pendant 6 heures juste au cas où j'aurais besoin de quoi que ce soit. Destiny a fait jouer toutes les faveurs qu'elle avait jamais gagnées pour obtenir des mises à jour sur mon état. Le docteur Morrison a annulé ses autres rendez-vous et a passé un après-midi au téléphone avec la police, fournissant une documentation clinique sur mon historique d'abus. Le docteur Okafor, ma mentor de l'école d'infirmière, a lancé une collecte parmi ses étudiants actuels pour aider aux frais. Le personnel de l'hôpital a fait bloc autour de moi d'une manière que ma famille biologique n'avait jamais faite. Des infirmières que je connaissais à peine se sont portées volontaires pour surveiller ma chambre. Des agents de sécurité traînaient près de ma porte. L'aumônier passait 2 fois par jour, non pour prêcher, mais pour s'asseoir tranquillement et laisser de la place à ma douleur. Je n'étais plus seul. Cette réalisation a débloqué quelque chose dans ma poitrine et,
pour la première fois depuis l'attaque, je me suis permis de ressentir autre chose que la peur. 22 heures après mon arrivée à Saint-Merci-Général, ma famille a débarqué. Ils ont envahi ma chambre comme s'ils étaient propriétaires du bâtiment, Gwendaline menant la charge avec Travis traînant derrière elle comme d'habitude. Harriet avait troqué sa fragilité de patiente cancéreuse pour une expression d'indignation vertueuse. Donald avait l'air agacé, comme si ma quasi-mort avait interrompu quelque chose d'important. Une infirmière que je reconnaissais de l'équipe de nuit, une femme nommée Patricia qui partageait toujours ses biscuits faits maison dans la salle de pause, s'était positionnée près de mon lit. Son expression restait neutre, mais ses yeux suivaient chaque mouvement de ma famille. « Eh bien, regarde-toi » a dit Gwendaline, sa voix dégoulinant de fausse sollicitude. « Tu en fais une de ces scènes. » Je ne pouvais pas répondre correctement. Ma mâchoire était bloquée, mes mots sortaient étouffés et presque incompréhensibles à travers mes dents serrées, mais les machines bipaient régulièrement, surveillant tout, enregistrant tout. Harriet s'est approchée de mon lit avec une réticence théâtrale. « Les infirmières nous ont appelés, elles ont dit que tu avais eu une sorte d'accident. » J'ai réussi à secouer la tête, un mouvement minuscule qui a envoyé des éclairs d'agonie à travers mon crâne. « Tu devrais savoir que ta sœur ne l'a pas fait exprès », la voix d'Harriet s'est durcie. Le masque glissait, comme il le faisait toujours quand elle pensait que personne d'important ne regardait. Donald s'est déplacé pour se tenir à côté d'elle, formant un front uni, sa lèvre retroussée de dégoût en regardant mes bras bandés, mon visage enflé, les tubes et les fils qui me maintenaient en vie. « Je pense qu'elle s'est probablement fait ça elle-même pour attirer la sympathie, » a-t-il dit. « Elle a toujours été comme ça. Vous vous souvenez quand elle a coupé ses propres cheveux et nous a blâmés? Un comportement classique de recherche d'attention. » Gwendaline s'est appuyée contre le mur, examinant sa manucure avec un ennui étudié. Je lui donnais juste une leçon. Elle l'a mérité. Les mots ont flotté dans l'air. Mon moniteur cardiaque a fait un bond, et Patricia a pris une note sur sa tablette sans changer d'expression. Ces brûlures sont clairement auto-infligées, a continué Harriet, s'échauffant dans son récit. Ma fille est mentalement instable. Elle essaie de déchirer cette famille depuis des années. Quoi qu'elle vous ait dit, ce sont des mensonges. Tout ça. Ils se tenaient tous là, avec ce sourire suffisant, unis contre moi comme ils l'avaient toujours été. Gwendaline grattait ses cuticules. Donald regardait sa montre. Harriet s'est lancée dans une explication détaillée de mon prétendu historique de santé mentale, inventant des diagnostics et des incidents avec l'aisance de quelqu'un qui a pratiqué le mensonge toute sa vie. Je les regardais à travers mes yeux enflés, et quelque chose en moi est finalement mort. Le dernier espoir auquel je m'accrochais, la croyance désespérée que peut-être il pourrait changer, peut-être qu'il pourrait devenir une vraie famille, tout cela s'est effondré en cendres. Ces gens n'étaient pas ma famille. C'étaient mes bourreaux, et ils étaient finalement allés trop loin. La porte s'est ouverte et le docteur Nathaniel Reed est entré avec un agent de sécurité au visage sombre que je ne reconnaissais pas. L'expression du médecin était inhabituelle. Il avait l'air presque en colère, ce que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Mais Madame Crawford, sa voix était sèche, professionnelle. Mademoiselle Crawford. Nous devons vous montrer quelque chose dans le bureau. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Les yeux d'Harriet se sont plissés de suspicion. De quoi s'agit-il? Nous sommes ici pour soutenir notre fille. Cela ne prendra qu'un instant. Procédure de sécurité. Le docteur Reed a fait un geste vers la porte. Ils ont échangé des regards, cette communication familiale silencieuse qui m'avait toujours exclu. Finalement, Donald a hoché la tête et ils sont sortis de la chambre, laissant Travis derrière avec les jumeaux, qui se tenaient dans le coin à jouer sur leur téléphone. Patricia s'est rapprochée de mon lit une fois qu'ils furent partis. « Tu es en sécurité maintenant » a-t-elle dit doucement. « Respire, simplement. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à 20 minutes plus tard, quand j'ai entendu les cris. Cela résonnait dans le couloir, étouffé par les murs mais inratables. Les beuglements colériques de Donald, ses protestations perçantes. Les demandes indignées d'Harriet. Et sous tout cela, le ton calme et mesuré de l'inspecteur Warren expliquant leurs droits alors que les policiers les plaçaient en état d'arrestation. Le visage de Travis est devenu blanc comme neige. Il a attrapé les jumeaux et a fui la chambre sans un mot pour moi, et je ne l'ai plus jamais revu. Plus tard, bien plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé dans ce bureau. Le docteur Reed leur avait diffusé les images de sécurité de ma chambre d'hôpital.
Des images qui avaient capturé leurs aveux complets. L'admission des involtes de Gwendaline qu'elle m'avait attaqué. L'accusation de Donald selon laquelle je m'étais blessé moi-même. Le rejet par Harriet de mes blessures comme étant du drame. Chaque mot, chaque sourire suffisant, chaque syllabe cruelle préservée dans une clarté numérique haute définition. L'enregistrement de ma chambre d'hôpital, combiné aux preuves matérielles de la maison, dressait un tableau indéniable de ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais ce n'était pas tout. L'inspecteur Warren avait été minutieux. Pendant que ma famille se pavanait et mentait à mon chevet, son équipe avait exécuté un mandat de perquisition au domicile de nos parents. Ils ont trouvé la marmite en fonte encore tachée d'huile de cuisson. Ils ont trouvé mon sang sur les baskets de Gwendaline. Ils ont trouvé un journal dans la table de nuit d'Harriet qui détaillait des années d'abus écrits de sa propre main comme une collection de trophées. Et ils ont trouvé les documents financiers que j'avais découverts, le vol d'identité, les signatures falsifiées, la destruction délibérée de mon crédit et de mon avenir. Ma famille a été inculpée de voies de faits graves ayant causé des lésions corporelles, de complot en vue de commettre une agression, de vol d'identité, de fraude et d'intimidation de témoins. Le procureur a ajouté des circonstances aggravantes basées sur les preuves que l'attaque avait été préméditée depuis des mois, planifiée lors de réunions de famille auxquelles je n'avais pas assisté, et dans des textos de groupes dégoûtants dont je n'avais jamais fait partie. Les messages textes étaient accablants. Gwendaline avait écrit « Je vais lui faire payer le fait de se croire meilleur que nous ». Harriet avait répondu « Attends qu'elle dorme. Fais en sorte que ça compte ». Donald avait ajouté « Donne à cette ingrate de S une leçon qu'elle n'oubliera pas, je n'avais pas été paranoïaque étant enfant. Je n'avais pas imaginé la haine. Il prévoyait cela depuis des années. Mon rétablissement a pris 7 mois. Les brûlures ont nécessité plusieurs greffes de peau, et je porterai ces cicatrices pour toujours. Ma mâchoire a guéri de travers malgré l'opération, et je ne peux toujours rien manger de plus dur que des pâtes sans douleur. Les côtes se sont réparées à leur propre rythme, et les cauchemars. Eh bien, les cauchemars ont continué longtemps après la fermeture des plaies physiques. Mais j'étais vivante. Plus que cela, j'étais libre. Le procès a eu lieu lors d'une journée grise de novembre, exactement 1 an après l'attaque. Je me suis assise à la barre des témoins avec mon avocate, une femme féroce nommée Margaret Chen, qui avait pris mon affaire pro bono après avoir lu à ce sujet dans les journaux. Mon témoignage a duré 3 heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes pour des gens qui ne les avaient jamais méritées. Gwendaline a refusé de me regarder. Elle était assise entre ses avocats commis d'office, réduite à des vêtements d'emprunt et à une autorité de prison, dépouillée des sacs à main de créateurs et des mèches de salon qui la définissaient auparavant. Travis avait demandé le divorce une semaine après son arrestation, prenant les jumeaux et déménageant dans un autre état. Elle avait tout perdu. Donald et Harriet semblaient sincèrement confus par la procédure, comme s'ils ne pouvaient toujours pas comprendre pourquoi attaquer leur propre enfant était considéré comme un crime. Leur avocat a tenté une défense pour aliénation mentale qui n'a mené nulle part. Le jury a vu clair dans chaque excuse. Les verdicts sont tombés rapidement. Gwendaline, coupable de tous les chefs d'accusation, condamnée à 15 ans de prison d'État. Harriet, coupable de complicité, condamnée à 8 ans. Donald, coupable de complicité, condamné à 7 ans. Il serait éligible à la libération conditionnelle un jour, mais le juge a clairement indiqué qu'en raison de leur âge avancé, ils mourraient probablement derrière les barreaux. Je les ai regardés être emmenés menottes au poignet, et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de chagrin, pas de sentiment de conclusion, juste un espace vide là où ma famille aurait dû être, rempli maintenant de tissus cicatriciels et de survie. La salle d'audience s'est vidée lentement après le prononcé de la peine. Les journalistes traînaient, espérant une déclaration que je n'étais pas prête à donner. Les spectateurs qui avaient suivi le procès chuchotaient entre eux, assimilant le résultat. Margaret a rassemblé ses dossiers avec une efficacité tranquille, la satisfaction professionnelle évidente dans sa posture. Je suis resté assise à ma place pendant un long moment, regardant la porte par laquelle ils avaient été escortés. 15 ans pour Gwendaline, 8 pour Harriet, 7 pour Donald. Des chiffres qui étaient censés signifier la justice, censés apporter une conclusion, censés équilibrer d'une manière ou d'une autre la balance d'une vie d'abus. Les chiffres semblaient abstraits. Mes cicatrices étaient concrètes. Jérôme m'a trouvé là 1 heure plus tard, toujours assise, toujours le regard fixe. Il n'a rien dit, il s'est juste assis sur le siège à côté de moi et a attendu. Finalement, j'ai posé ma tête contre son épaule, et il a passé un bras autour de moi,
et nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que l'huissier nous dise doucement qu'il devait fermer. À l'extérieur du tribunal, une petite foule s'était rassemblée. Des survivants qui avaient suivi mon histoire, qui se voyaient dans mes blessures, qui voulaient que je sache qu'ils comprenaient. Une femme de l'âge de ma mère a pressé une carte dans ma main avec un numéro de téléphone et les mots « Réseau des survivants d'abus » écrits d'une écriture soignée. Une adolescente avec des bleus qui s'estompaient sur les bras m'a demandé si elle pouvait me serrer dans ses bras. Et quand j'ai dit oui, elle s'est accrochée comme si j'étais la seule chose solide dans son monde. J'ai réalisé, debout là, entouré d'étrangers devenus des alliés, que la justice ne concernait pas seulement la punition. Il s'agissait d'être cru, de voir sa vérité reconnue et validée par un système qui échoue si souvent à protéger les survivants. Il s'agissait de se tenir au soleil et de savoir que les monstres qui vous ont fait du mal ont été nommés, exposés et tenus pour responsables. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que cela devrait l'être. Après le procès, Margaret m'a aidé à intenter des poursuites civiles contre 3. Le vol d'identité à lui seul avait détruit mon crédit, m'avait coûté mon appartement et avait failli mettre fin à ma carrière d'infirmière. J'ai obtenu des jugements qui ont saisi leurs biens, la maison de mes parents, les comptes de retraite, un petit héritage de ma grand-mère qui aurait dû me revenir de toute façon. Le total récupéré dépassait les 4,000 $, assez pour payer mes factures médicales, assez pour acheter une petite maison dans une ville où personne ne connaissait mon nom, assez pour recommencer à zéro. La partie la plus difficile est venue des mois plus tard, quand j'ai dû apprendre à vivre sans le poids de leurs attentes. Toute ma vie avait été façonnée par leur haine, par mes tentatives désespérées de gagner un amour qui n'a jamais été offert. Sans eux, je devais découvrir qui j'étais réellement. J'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine, j'ai rejoint un groupe de soutien pour les survivants d'abus, et j'ai adopté un chien de refuge nommé Pickle, qui me suivait partout et grognait contre quiconque élevait la voix. Lentement, prudemment, j'ai reconstruit mon estime de moi. La communauté infirmière s'est ralliée autour de moi d'une manière que je n'aurais jamais espérée. Des collègues que je connaissais à peine ont lancé une cagnotte GoFundMe qui a récolté plus de 50,000 $. L'hôpital m'a proposé de reprendre mon poste avec tous les avantages et une promotion au poste d'infirmière-chef. Des patients ont envoyé des cartes et des fleurs. Des inconnus qui avaient lu mon histoire voulaient que je sache que je n'étais pas seul. Je suis retourné au travail 6 mois après l'attaque. La première garde était terrifiante. Chaque bruit fort me faisait sursauter. Chaque ombre semblait menaçante. Mais mes mains se souvenaient de leur formation, et le rythme familier des soins m'a ancré. À la fin de la nuit, j'avais aidé à mettre un bébé au monde, réconforté un homme mourant dans ses dernières heures, et je me suis souvenu pourquoi j'étais devenue infirmière en premier lieu, pour guérir les autres comme personne ne m'avait guéri. Gwendaline m'a écrit une lettre depuis la prison. Elle est arrivée le jour de l'anniversaire de l'attaque. Des pages d'une écriture serrée qui me blâmait pour tout. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée d'avoir été prise. Je l'ai brûlée sans lire au-delà du premier paragraphe. Harriet a essayé d'appeler en PCV depuis son établissement. J'ai bloqué le numéro. Donald a tenté de me joindre par l'intermédiaire de divers parents, que j'ai tous coupés sans hésitation. Il n'y avait rien qu'ils puissent dire qui défrait ce qu'ils avaient fait, et je refusais de les laisser prendre plus de place dans ma tête. Les cicatrices sur mes bras sont passées d'un rouge colérique à un blanc argenté. J'ai arrêté de les cacher. Chacune représentait un moment où j'avais survécu, une bataille que j'avais gagnée, un avenir qu'ils ne pouvaient pas me voler. Quand les patients posaient des questions à leur sujet, je disais la vérité. Certains pleuraient. Certains partageaient leurs propres histoires. Tous comprenaient que la survie n'est pas toujours jolie à voir. J'ai fini par rencontrer quelqu'un, un pompier nommé Daniel, qui avait grandi en famille d'accueil et comprenait les familles brisées sans avoir besoin d'explications. Notre premier rendez-vous a duré 6 heures car aucun de nous ne voulait qu'il se termine. Il a tracé mes cicatrices avec des doigts doux et les a appelées les cartes de mon courage. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie sur la plage avec Pickle comme porteur d'alliance et mon groupe de soutien comme famille. Aucun parent n'a assisté, aucun fantôme lors de la cérémonie, juste 2 survivants choisissant de construire quelque chose de beau à partir des débris de leur passé. La maison que j'ai achetée se trouve dans une rue calme d'une ville qui ne connaît pas mon histoire. Il y a un jardin dans la cour arrière où je fais pousser des tomates, des tournesols et de la lavande qui bourdonnent d'abeilles tout l'été. Pickle a un meilleur ami à côté, un vieux chat grincheux qui tolère son enthousiasme. Daniel rentre parfois à la maison en sentant la fumée, et je le soigne comme j'ai appris à soigner tout le reste.
Je suis heureuse sincèrement, constamment, ennuyeusement heureuse. Le genre de bonheur qui semblait impossible quand j'étais allongée sur le sol de l'hôpital, brisée, saignante et certaine que j'allais mourir. Ma mère est décédée en prison au printemps dernier. Une crise cardiaque pendant le petit déjeuner, rapide et sans douleur. L'aumônier a appelé pour demander si je voulais ses effets personnels. J'ai refusé. Il n'y avait rien d'elle dont j'avais besoin. Rien qui valait la peine d'être gardé. Mon père a suivi 6 mois plus tard. Des complications du diabète exacerbées par les soins médicaux en prison et son propre entêtement. Même appel, même réponse. Que l'État se débarrasse de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Gwendaline a encore 7 ans à tirer après que sa violation de liberté conditionnelle a ajouté du temps à sa peine. Elle aura près de 50 ans quand elle sortira, sans famille, sans compétences, sans ressources. Les jumeaux qu'elle a abandonnés ont changé de nom de famille et refusent tout contact. Travis s'est remarié avec une femme qui traite les enfants comme les siens. La vie que Gwendaline a détruite ne l'attend pas. Je ne passe plus beaucoup de temps à penser à aucun d'eux. Ils ont eu du pouvoir sur moi pendant 26 ans, et je refuse de leur donner un seul jour de plus. Les cauchemars reviennent encore occasionnellement, mais Daniel me serre dans ses bras jusqu'à ce qu'il passe, et Pickle gémit jusqu'à ce que je souris à nouveau. Parfois, j'aperçois mon reflet dans le miroir, les cicatrices, la mâchoire légèrement de travers, les yeux qui en ont trop vu et je ressens une montée de quelque chose qui pourrait être de la fierté. Je leur ai survécu. Plus que survécu, j'ai prospéré malgré leurs meilleurs efforts pour me détruire. Le médecin qui est entré dans ma chambre d'hôpital cette nuit-là, qui a conduit ma famille dans le couloir pour faire face à ses conséquences, m'a écrit une lettre quand je suis parti. Le docteur Reed a dit qu'en 30 ans de médecine, il avait rarement vu un courage comme le mien. Il a dit que dire la vérité quand tout le monde autour de vous ment est la forme de bravoure la plus difficile qui soit. Il a dit qu'il était fier de moi. Personne dans ma famille n'a jamais prononcé ces mots, mais une salle pleine d'étrangers l'a fait, et leurs voix ont étouffé une vie de cruauté. J'écris cette histoire parce que quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre. Quelqu'un allongé dans sa propre version de ce lit d'hôpital, entouré de gens qui devraient le protéger mais ne le font pas. Quelqu'un qui a commencé à croire aux mensonges, à se demander si peut-être il mérite la douleur. Ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Et les gens qui vous font du mal feront face aux conséquences tôt ou tard, même si vous ne voyez pas comment. L'univers a une façon d'équilibrer la balance, d'exposer la vérité, de donner le dernier mot aux survivants. Ma sœur a ri quand mes parents ont demandé ce qui m'était arrivé. Elle a appelé ça une simple blague, une leçon, quelque chose que je méritais. Ma mère l'a défendu. Mon père m'a blâmé. Ils se tenaient tous là avec ce sourire suffisant pendant que je gisais brisé, brûlé et respirant à peine. Puis le médecin est entré avec la sécurité, et leurs visages sont devenus livides, et plus personne ne riait. Et maintenant c'est moi qui souris parce que j'ai réussi. Parce qu'ils ne m'ont pas brisé. Parce que chaque jour où je me réveille dans ma propre maison, avec ma propre vie, entouré de gens qui m'aiment vraiment, je leur prouve qu'ils avaient tort. Ce n'est pas du drame. Ce n'est pas de la recherche de sympathie. Ce n'est pas de l'attention. C'est la justice. Mise à jour, 3 ans plus tard. Pour ceux qui demandent, Daniel et moi venons de célébrer notre 2e anniversaire de mariage. Pickle est toujours le meilleur chien du monde entier. J'ai été promue superviseuse des soins infirmiers le mois dernier. La vie continue d'être belle. Gwendaline a obtenu sa libération conditionnelle mais l'a violée en moins de 6 mois. Elle est de retour derrière les barreaux avec des années supplémentaires ajoutées à sa peine. Certaines personnes n'apprennent jamais. La maison que j'ai achetée avec l'argent du règlement civil a été entièrement payée. Ma cote de crédit est supérieure à 8 cents. J'ai un compte de retraite, un coussin d'épargne et une vie que la version plus jeune de moi-même n'aurait jamais pu imaginer. À tous ceux qui m'ont contacté après que j'ai partagé cette histoire pour la première fois, merci. Vos messages m'ont permis de tenir bon pendant les moments les plus difficiles de la guérison. Savoir que ma douleur pouvait aider les autres lui a donné un sens, lui a donné un but au-delà de la simple survie. Si vous êtes toujours piégé dans une situation comme la mienne, sachez s'il vous plaît qu'il y a une issue. Elle ne ressemblera peut-être pas à la mienne. Cela prendra peut-être plus de temps ou se passera différemment. Mais la liberté existe de l'autre côté de ce que vous traversez. Et vous êtes assez fort pour l'atteindre. Je crois en vous. Même si personne d'autre ne le fait en ce moment, moi je le fais.